Allô? Bonsoir, cher René, comment allez-vous? Oui, bonsoir, éclaireur. Ouais. Comment Oh, je allez-vous? suis désolé, hein. Non, non, il n'y a pas de J'ai problème. j'ai somnolé, donc je n'ai même pas entendu sonner. Il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, J'ai écouté juste 5 minutes, monsieur, donc ouais. il n'y a pas de problème. Donc, on va vous Je vais laisser. diminuer le son de la télé, là. Il n'y a pas de Ouais. problème. Ça va? Ça va très bien. Donc, on va vous laisser en 10 Ah, et 20 minutes. vraiment. On va vous laisser en 10 et 20 minutes pour pouvoir faire votre analyse. D'accord, d'accord. Mhm. D'abord, je voudrais dire bonsoir à tout le monde. Mhm. Bonsoir à toi-même, éclaireur. Mhm. Euh, Encore une fois, vraiment, merci de me donner l'occasion d'intervenir. Mhm. C'est juste sur quelques points. Hein. Je vais d'abord commencer par te remercier pour là où j'ai pris le direct, c'était sur cette histoire d'école en face enfin pardon, c'est ce lieu de Prostitution. débauche en Mhm. face d'une école. Mhm. Honnêtement, c'est un gros problème en Côte d'Ivoire. Franchement, moi, je pense que les autorités devraient réagir avec beaucoup plus de méthode. Ça, c'est vraiment, on n'a pas besoin d'abord le maire, ça c'est les autorités locales, mais moi je parle au niveau même étatique. Mhm. D'abord, au niveau étatique, il faudrait que ce soit beaucoup plus coordonné et beaucoup plus, on va dire, vigoureux et sans état d'âme. Franchement, il y a trop de laisser aller en Côte d'Ivoire. Franchement, il y a trop de laisser aller. On laisse trop les choses se gâter d'abord, et puis après, on vient arranger. Comment un tel établissement peut venir s'installer à côté ou en face d'une école? D'abord même, ce genre d'établissement même, avant, pour les ouvrir, enfin, ça doit être réglementé avec beaucoup plus de vigueur. Ça, c'est la première des choses d'abord. Secondo, euh, au niveau local, le maire de la ville, il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant de ça. Sinon, ça qu'il n'est pas le maire de la ville, c'est pas possible. Vraiment. Franchement, il y a un gros problème. Et ça, franchement, il faut que vraiment on soit un peu plus sérieux. Il faut qu'on comprenne que on ne peut pas continuer à tolérer on va dire, la déchéance morale de la Côte d'Ivoire. C'est pas normal. On ne peut pas être en train de développer le pays. On construit des routes, on construit des infrastructures pour développer le pays. On construit des universités pour que les gens puissent aller à l'école. À côté, on laisse faire ces genres de choses. Dans tous les pays du monde, il y a des lieux comme ça. Ça existe partout. Ça, on ne peut pas dire que ça n'existe. On ne peut pas dire qu'il y a un pays où ça existe partout. Mais c'est réglementé. En Europe, là, et dans les pays occidentaux, est-ce que les bars sont ouverts 24 heures sur 24? Non, la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays, enfin, en Afrique en général, les bars sont ouverts 24 heures sur 24. C'est-à-dire que les gens s'échangent, les équipes s'échangent. Il y a une équipe de nuit, une équipe de jour. Ça, c'est d'abord, ça même, ça doit être réglementé. Bon, ok, là encore, on laisse passer. Mais quand il s'agit de ce genre de lieu-là, franchement, c'est triste. Hein? Donc, l'interpellation que tu fais là, franchement, c'est une très bonne chose. Mais surtout, il faut que les gens, au plan local, que les gens réagissent. Et que les parents aussi. On ne peut pas laisser tout dans les mains de l'État. À chaque fois, si l'État n'a qu'à faire, nous-mêmes, on fait quoi? Parce que si les enfants sont, se donnent à la débauche, à bas âge, mais ce n'est pas l'État d'abord, c'est nous-mêmes. Ce sont les parents qui sont les premiers perdants. Avant que ce ne soit la société. C'est ça la réalité. C'est d'abord les parents qui sont les premiers perdants. Parce que quand ton enfant, au lieu d'aller à l'école, à bas âge, commence à se donner à la prostitution, que ce soit une fille ou un homme, mais il y a un problème. C'est toi qui es le premier perdant, c'est toi qui as mis ton enfant à l'école, c'est toi qui as dépensé pour le mettre, qu'il a mis au monde, qu'il a éduqué. Et puis après, tu l'as laissé, qui a laissé faire, et aujourd'hui, c'est l'enfant suit une route qui ne t'honore pas, qui ne dit rien. Les parents ont démissionné. Au nom de je ne sais oui, on n'a pas l'argent. Oui, mais quand on n'a pas l'argent, on doit quand même avoir un peu de dignité. Nos parents faisaient comment avant? Ils n'étaient pas toujours riches. Mais ils ne laissaient pas les enfants, vraiment laisser l'éducation des enfants se faire dans la rue. Ils faisaient l'effort quand même de choses. Franchement, à ce niveau-là, moi je pense qu'il y a un travail au niveau de le ministère de la Famille, le ministère de la Solidarité, le ministère de l'Éducation nationale. Franchement, il faut que le Premier ministre prenne cette affaire-là en main. Il faut que, en tout cas, le gouvernement s'asseye et regarde ce qui ne va pas et puis essayer de prévenir. Sinon ça, moi je m'inquiète beaucoup. Parce que même regarder sur Facebook,
Aujourd'hui, les jeunes filles ne s'en cachent pas. Elles ne s'en cachent pas. Ça, je pense que tous ceux qui m'écoutent, qui sont en Côte d'Ivoire, peuvent témoigner. Et ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est en Afrique en général, mais nous, on parle de notre pays. Il faut que les autorités essaient de réglementer ce genre de choses-là. Ces filles qui font ça, on doit les interpeller. On ne peut pas faire la prostitution comme ça sur les réseaux sociaux. Franchement, un peu de discrétion quand même. En Belgique même, qui est un pays développé là, où les femmes sont en vitrine là, c'est réglementé. En Suisse, où la prostitution est tolérée, c'est réglementé. Mais un minimum, on doit réglementer un peu ces choses. On ne peut pas le permettre à n'importe quelle jeune fille qui a un smartphone, qui a un WhatsApp, elle met son numéro sur les réseaux sociaux, et puis aviser, être découvert. Elle demande à ce que, bon, si tu as besoin d'elle, ainsi de suite. Et elle vend ses services en direct au vu aussi de tout le monde. C'est comme ça commence d'abord. On commence par tolérer ça. Et puis après, maintenant, localement même, devant nous et dans nos différents quartiers, ça se tolère. Non, il y a un problème. Moi, je pense que la prostitution a toujours existé dans le monde. Mais il faudrait que ce soit encadré. Il faudrait que ça se fasse dans une certaine discrétion. Pour ne pas que les enfants copient ce qui n'est pas bon. Les enfants, ils vont copier. Si les parents ne disent rien, ils vont penser que c'est une bonne chose. Voilà le problème. Ce phénomène de microbe à un moment donné là, c'était d'abord la faute des parents. Les opposants voulaient exploiter ça contre le pouvoir, mais en réalité, il n'en était rien. C'était les parents qui avaient démissionné. Un enfant qui a même pas 15 ans, qui vient donner 300 000 ou 100 000 ou 150 000, ou bien qui paye des fauteuils pour venir donner à la maison, le papa dirait, la maman dirait. Ils approuvent. Mais si vous faites ça là, vous attendez à quoi? Finalement, ceux dont les enfants ne viennent pas avec ce genre de somme d'argent à la maison, ils commencent à dire oui, toi, tu as vu ton ami là, il a donné de l'argent à son papa, ou bien il a fait ceci, cela. Des mauvais exemples. Bon, Dieu merci, le gouvernement a lutté contre ça. Aujourd'hui, c'est un phénomène, honnêtement, on peut dire que ça a quasiment disparu. On n'entend plus trop parler de ce genre d'enfants. Il y a des programmes sociaux qui se mettent en place pour essayer l'école de seconde chance, ainsi de suite. Oui, c'est bien. Mais là, on ne peut pas se taire pour ces jeunes. Moi, franchement, quand j'ai pris le direct de ça, il s'est tombé directement. J'ai été choqué de savoir que ce genre de choses peuvent exister. Je pensais même que c'était à Abidjan, c'est à l'intérieur du pays en plus. Donc ça veut dire que les gens même se connaissent tous, quasiment. Et ça veut dire que Bangolo, c'est une petite ville. Le maire ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Les parents d'élèves ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Les parents d'élèves ne peuvent pas se regrouper, aller voir le préfet ou bien le sous-préfet, ou bien le maire pour dire que nous, voilà ce qui se passe. Il y a un établissement qui n'est pas du tout orthodoxe, qui n'est pas conforme à la morale sociale, que nous, on ne peut pas tolérer que ce soit devant les... À New York, c'est toi qui dois parler de ça. Bon, c'est vrai, tu fais ton boulot de citoyen ivoirien, c'est une bonne chose. Mais avant même que ça n'arrive là, au contraire, moi j'aurais aimé que toi tu rendes compte en disant ah, il y a quelque chose qui était anormal, mais les parents ont réagi. Bon, on va les interpeller, on va continuer à les interpeller. Donc mon intervention, c'est d'abord ça. Secondo, franchement, éclaireur, je te félicite, hein, c'est pas parce que je le fais. D'ailleurs, bon, honnêtement, on n'est pas en tant que tel, on n'a pas de relations personnelles. Donc ça veut dire que ce que je dis, c'est objectif. Je te félicite pour ta communication. Franchement, c'est ça, un intellectuel, c'est d'abord, c'est pas simplement l'esprit, savoir lire et écrire, et puis dire des gros mots, des grandes phrases, faire on va dire, avoir une tête pleine. Non, c'est aussi l'intelligence. Et franchement, ta communication est tellement intelligente que permets-moi de te le dire, c'est un pléonasme aujourd'hui. Ta communication est tellement juste, elle est tellement intelligente, elle est tellement concrète, elle est tellement, on va dire, adéquate. Elle est tellement correcte que franchement, il n'y a rien à dire. Nous, on ne peut que... on est très à l'aise en tout cas à t'accompagner. C'est pour ça que tu te déranges. Et je voudrais féliciter tous les intervenants de la plateforme pour le simple fait que j'ai écouté beaucoup aujourd'hui, les gens se sont bonifiés. Des interventions se bonifient d'émission en émission. En tout cas, chaque fois que moi j'ai écouté, même souvent quand je n'arrive pas à suivre le direct, mais après je me connecte. Hein, et je m'avais cherché l'enregistrement et j'écoute. Même quand je n'arrive pas
écouter tout de bout en bout. Je fais des morceaux choisis en fonction de certains thèmes. J'écoute très bien. Et je me rends compte que quand j'écoute les interventions, les gens se bonifient. Aujourd'hui, par exemple, j'ai aimé beaucoup d'interventions, mais je vais citer 2 interventions. L'intervention de Cyclone. Franchement, non seulement il a bien parlé en français, mais il a bien parlé aussi en Djoula, en Malinké. C'était très correctement, franchement, j'ai apprécié. Je félicite aussi la mère Sali. Franchement, je ne savais pas qu'elle était aussi polyglotte. Elle parle bien le français, elle parle bien le malinké, elle parle bien le Sokfo. Et je lui dis merci pour cette contribution qui est tellement bien placée. Et j'espère que nos parents ont bien ouvert les oreilles, qu'ils écoutent ce genre d'intervention. Et je félicite également Mère Ouragan, qui, franchement, elle aussi, quand elle intervient, je ne comprends pas ce qu'elle dit, mais je sens que elle touche également les gens avec ses propos. Il faut qu'on continue à intervenir dans nos langues locales. C'est important. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui comprennent le français. Mais quand on intervient dans ta langue, dans l'ethnie de ton papa ou de ta maman, c'est culturel. Tu te sens plus proche et mieux interpellé. Parce qu'il y a des mots qu'on ne peut pas traduire en français correctement. On ne peut, il y a on va dire des équivalents, mais c'est pas une vraie traduction. C'est compliqué. Voilà. Donc, franchement, il faut qu'on continue, qu'on multiplie les interventions dans nos langues locales. S'il y a d'autres personnes qui nous écoutent, en tout cas, moi, je les exhorte, je les encourage à avoir le courage, même s'ils n'ont jamais intervenu, de venir parler dans leur lobby ou moi, j'ai jamais entendu lobby. S'il y a un lobby parmi nous, d'accord, parce que le lobby, c'est Bouna, hein, c'est pas loin de la frontière. Les gens de Bondoukou, les Abrons, tout ça, ils n'ont qu'à intervenir, ils n'ont qu'à venir parler. On est là, on se bat pour notre pays. On ne se bat pas pour quelqu'un d'autre. C'est vrai, on se bat pour que le Prado reste au pouvoir, mais on ne le fait pas pour ses beaux yeux. On le fait d'abord pour ses actions, on le fait pour son abnégation, pour son engagement, pour la population, son engagement pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, c'est par amour pour la Côte d'Ivoire que lui aussi, on l'aime parce qu'on sait qu'il est capable de faire du bon travail. Maintenant, ce que tu as dit sur Blé Goudé et Gbagbo, franchement, il n'y a rien à dire. Parce que c'est un bon rappel que tu as fait sur les accusations de la CPI. Moi, j'ai toujours dit aux gens, et je vais le dire aujourd'hui sur la plateforme, que cette histoire de libération de Gbagbo et Blé Goudé, c'est pas parce qu'ils n'ont rien fait. Hein. C'est pas parce que la CPI, le dossier était vide. Le dossier était bien un dossier béton, juridiquement bétonné. Parce qu'il y a eu plusieurs audiences de confirmation des charges. Ça a commencé en première instance. Ils ont fait appel, en appel, les confirmations des charges ont été confirmées en appel. Donc, je ne peux pas comprendre que tout à coup, soudain, brusquement, on dit qu'il n'y a pas d'élément, que le dossier est vide. Donc, vous comprenez bien que, en réalité, je suis désolé de le dire, les Blancs nous ont remis dos à dos. Tout simplement. Ils ont estimé que les Blé Goudé, ils ont fait peut-être, Gbagbo a fait 10 ans, depuis 2011 jusqu'à 2019, ça fait à peu près 10, c'est pas loin de 10 ans. Blé Goudé, à peu près, c'est pas loin également, il a fait au moins je sais pas combien d'années à la CPI également. Ils ont estimé qu'ils avaient suffisamment payé. C'est tout, hein. Et parce que du côté de Ouattara, ils n'ont arrêté personne. Donc, ils ont estimé qu'ils avaient suffisamment payé. Et donc, on nous a remis dos à dos, et puis on n'a qu'à se débrouiller pour gérer nos problèmes. Donc, du coup, ils arrivent, ils disent non, on a été blanchi à la CPI, donc on ne peut rien nous reprocher. Non. Vous avez été blanchi à la CPI, mais les faits sont là. Les faits là sont têtus, c'est une réalité, on ne peut pas effacer ça du jeu. Tout ce que tu as dit là, c'est-à-dire ce qui s'est passé quand la marche pour aller à la RTI, l'attaque de marché. Moi, l'attaque du marché, j'ai un de mes cousins du côté parce que mon père avait 3 femmes du côté de la 3e femme de mon père. Un de ses neveux a été touché. Bon, malheureusement, après, il est décédé d'un accident. Bon, ça c'est pas là, c'est pas les obus. Mais il a eu un éclat d'obus, c'est chez moi, il est venu. Il a eu un éclat d'obus. Quand il a quitté à Bobo là, quand il a eu l'éclat d'obus, moi j'étais aux 2 plateaux, il est venu chez moi. Il a fait plusieurs jours chez moi là-bas. Moi j'ai vu le monsieur. C'était pas joli à voir, je vous dis. C'est un mauvais spectacle.
Quand on sort de tout ça, puis des gars viennent dire que non, on n'a rien fait, que nous, machin, ça veut dire quoi? Si on vous gagne encore là, ce qu'on va faire, c'est pire que ce qu'on a fait. En fait, c'est ça, hein. Ils ne sont pas dans le regret. Je ne vois pas quelqu'un du côté de Gbagbo, de Blé Goudé, de, je ne sais pas, tout ce qui est l'opposition en général, dans ce pays-là qui a dit non, vraiment, on demande pardon. Ne serait-ce que même, on dit Yako à nos militants. Mais ne serait-ce que eux-mêmes leurs propres partisans. On n'a jamais vu ça. Mais en plus de cela, la CPI dit que non, on les a relâchés, que le dossier est vide. La CPI n'a pas dit qu'il n'était pas chose coupable ou pas. La CPI dit que non, le dossier, il n'y a pas suffisamment de preuves. En droit, ça compte, hein, c'est très important. Ceci dit, Blé Goudé a été poursuivi en Côte d'Ivoire, Gbagbo a été poursuivi en Côte d'Ivoire, mais ils n'ont pas été poursuivis pour les mêmes chefs d'accusation. Ça aussi en droit, il faut que juridiquement, son avocat qui a parlé, qui a été son porte-parole là, lui, il veut nous distraire. C'est des chefs d'accusation complètement différents. Ça n'a rien à voir. À la CPI, ils ont été poursuivis pour crimes contre l'humanité. À Abidjan, ils n'ont pas été poursuivis pour crimes contre l'humanité. Ce n'est pas la même qualification. Et puis les faits sont différents. Ce n'est pas les mêmes faits qu'on a pris. C'est d'autres faits. Parce qu'il y en a trop. Ils oublient qu'ils ont fait 10 ans de pouvoir. Et pendant les 10 ans, c'était la terreur. Parce que dès que Gbagbo a pris le pouvoir en 2000, il y a eu Charnier. Et après Charnier, là, depuis, en 2004, les Blé Goudé, ils ont fait, il y a plein de choses jusqu'à ce que Gbagbo tombe. Donc, il y a trop de faits. C'est pas seulement 2010, 2011, non. Il y a eu trop de choses dans ce pays, des crimes qui ont été commis par toute la galaxie patriotique. Donc, il ne faut pas qu'ils vont chercher à nous distraire avec des euphémismes ou bien essayer de détonquer le... Non, personne, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'imbéciles parmi nous. On est tous des gens intelligents. Nous sommes là à l'école, nous avons eu des diplômes, nous savons faire la part des choses, nous avons le discernement. Même ceux qui ne sont pas là à l'école, ils ont le discernement. C'est des gens intelligents. Un intellectuel, ce n'est pas simplement quelqu'un qui sait lire et écrire. Un intellectuel, ce n'est pas, comme a dit Geoffroy ou quelqu'un qui attaque le gouvernement ou qui est tout le temps en train de faire des revendications. Ce n'est pas ça un intellectuel. L'intellectuel, c'est d'abord quelqu'un qui, non seulement il sait lire et écrire, mais il est intelligent. Il utilise son intelligence pour essayer de faire avancer sa société et sa communauté. Non pas pour aider à ce qu'on opprime une partie de la population au nom des raisons fallacieuses qui ne tiennent même pas la route. Comment se fait-il que dans ce pays-là, on ne peut pas aller à une élection, quand les élections arrivent, on n'est toujours pas paniqué. Tout le monde commence à prier, les gens ont peur. Et les politiciens n'ont pas honte. Moi, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Comment on peut être comme ça, on ne change pas? Bon, on finit par comprendre qu'en réalité, ils sont minables. Et ils n'ont pas d'arguments. Ils disent beaucoup de choses, mais en réalité, il n'y a rien de concret. Au lieu de passer votre temps à critiquer celui qui est là, qui gère, et qui pose des actes concrets, qui réalise des choses qu'il a dites, et qui va même au-delà de ce qu'il a promis. Mais vous-même là, faites vos contre-propositions. Dites-nous que oui, bon, lui, il a pris le crédit pour construire le pays, sinon on ne va pas prendre crédit, mais voilà ce qu'on va faire. Vous ne dites pas ça. Vous ne faites rien, vous ne parlez pas de ce que vous allez faire, mais vous passez votre temps à critiquer le monsieur. Mais franchement, si nous, cette plateforme n'aide pas à éveiller les consciences, à attirer l'attention des gens, le discours qui tient là, ça peut les endormir effectivement les gens. Hein. Heureusement que, c'est pour ça que j'ai écrit dans un de mes commentaires ce soir, que si la plateforme éclaireur Pro-Vérité n'existait pas, il fallait la créer. Il aurait fallu la créer. Et c'est pour ça que je dis tous les jours que ce que tu fais là, ce que tu es en train de faire là, si toi-même tu vois ça sur le plan spirituel, la baraka que ça va te donner, ça te donne, et ça va donner à ta descendance. Je pense que tu es une âme bénie. Honnêtement, hein, parce que quelqu'un qui n'est pas béni, il ne peut pas faire ce que tu es en train de faire là. C'est un travail, même si quelqu'un qu'on paye à la fin du mois ne peut pas faire le travail que tu fais là. C'est compliqué, hein, honnêtement. Donc, ceci dit, pour en venir aussi à un autre point qui a été abordé concernant justement l'attitude des gars qui sont sortis de prison, notamment les gens de Sorodium, en ce qui concerne tout ça, ces déplacements-là, c'est pas fortuit. Hein.
Il ne le fait pas parce qu'il veut aller saluer ses parents, je suis désolé. Et ce n'est pas de l'amour pour sa famille, non. C'est un déplacement politique. Et c'est même, je dirais, un déplacement politico-militaire. Parce qu'en réalité, c'est à la fois politique, mais c'est beaucoup plus militaire, puisque Soro Gueye, lui, son domaine de prédilection, c'est tout ce qui est violence. Lui, il sait qu'il ne peut jamais être élu, puisqu'en réalité, il n'a jamais travaillé dans sa vie, et il ne sait même pas comment est-ce que, en réalité, un État fonctionne. Mais lui, il veut arriver au pouvoir, et Ouassoubi, il veut être, en fait. Il veut pas faire, mais il veut être. Voilà. C'est la même chose pour Gbagbo. C'est les gens qui sont de la même race, de la même nature. Voilà. Et pour parler de nature, c'est des gens qui ont une nature, ils ne peuvent pas changer. Lui vous dit, ne peut pas changer. On ne change pas sa nature. Je suis désolé. Gbagbo ne peut pas changer. Soro ne peut pas changer. Mais Soro, lui-même, il écrit qu'il a appelé Alassane, le Prado, pour demander pardon. Et puis après, lui encore, il écrit pour dire que oui, sa dernière sortie, là, quand vous lisez, ce qu'il a écrit sur son compte X, ça veut dire quoi? En fait, son plan machiavélique qu'il avait mis en place là, comme les gens ont découvert, comme éclaireur fait partie des gens qui ont parlé de ça, et que les esprits se sont réveillés, les gens ont compris qu'en réalité, c'est un maratapé qu'il veut faire. Pour ça, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, maratapé, ça veut dire il veut surprendre le pouvoir, c'est-à-dire il vient en ami, en réalité, c'est un baiser de la mort pour pouvoir surprendre le pouvoir. On appelle ça, nous, en Côte d'Ivoire, dans nos langages courants, on appelle ça magatapé. C'est-à-dire surprendre et puis frapper la personne. Et il a compris qu'on a vu dans son jeu. Donc, du coup, il est en train de dire que si lui, il n'arrive pas à se réconcilier avec la réconciliation, les gens ne sont pas prêts pour se réconcilier. Mais Soro Gueye, toi aussi, tu exagères. Non, toi, tu quittes la Côte d'Ivoire de 2019 jusqu'à aujourd'hui, vous insultez le Prado. Même vous passez votre temps à parler d'eux. Quand les gens meurent, vous faites péter champagne. Vous dansez, vous êtes content. Vous avez dit, je ne sais pas quelle sorte d'inverti vous n'avez pas fait. C'est-à-dire des choses inimaginables, mais vous avez dit ça. Tes suiveurs, tes cyberactivistes passent leur temps à dire des méchancetés. Même dernièrement, c'est que la guêpe était en train de dire, je ne veux pas parler de ces jeunes dames-là. Mais bon, je suis obligé. Ce qu'elle a dit de la maman de Amadouko, est-ce que ça là c'est la politique? Ça c'est pas la politique. Je suis désolé. Quand des gens viennent dire que oui, il faut pardonner un Soro, vous parlez de quoi? Bon, on pardonne quoi maintenant? Donc on est dans un pays, les gens tuent les gens insultent les gens, quand les gens meurent, ils pètent champagne, quand les gens sont malades, ils sont contents, ils inventent des maladies pour coller sur les gens, et ils ne communiquent pas sur autre chose, si ce n'est pas les problèmes et les malheurs des gens. Et ils appellent ça qu'ils font la politique. Après on dit non, il a demandé pardon, on n'a qu'à laisser tomber. Mais on est où? Il faut quand même qu'on apprenne dans ce pays-là. Même le cosmique, là, il ne pardonne pas tout. Je suis désolé. Dieu même, là, il ne pardonne pas tout. Dieu pardonne, mais il y a des choses que Dieu ne pardonne pas. Ce que Dieu ne pardonne pas, c'est quoi? C'est que le mal que tu fais à ton prochain, Dieu ne pardonne pas ça. Dieu, ça, il ne rentre pas dans ça. C'est toi. Ce que tu as fait là, tu payes. C'est comme ça fonctionne. Soro Gueye, nous, on n'a rien contre Soro Gueye. Soro Gueye, si c'était un enfant intelligent, si moi j'avais été à sa place, je pense que sa plus grosse erreur, c'est de quitter derrière le Prado. Parce que je ne sais pas comment il va faire pour arriver au pouvoir. Hein. Thierry ne peut pas l'envoyer au pouvoir. Il n'a qu'à livrer ça dans son programme. Il n'a qu'à comprendre. Ça fait 5 ans que tu es dans un combat. Tu as pris une voie. Tu veux tuer. Tu veux faire coup d'État, ça ne marche pas. À un moment donné, tu dois quand même si c'est une tête de nul, même si on dit que tu es têtu, tu dois te dire, bon, ça là, c'est pas la solution. Tu étais dans les bonnes grâces du pouvoir. Honnêtement, tu étais dans les bonnes grâces du pouvoir. Le pouvoir serait venu te trouver dans ta maison. Mais tu as refusé ça. Tu es sorti du pays, tu as mis en place un plan qui n'est même pas un vrai plan. C'est une stratégie tellement risquée. Dieu merci pour nous que tu es parti. Parce que si tu étais resté là, quand Madougon est mort là, moi, je connais les Ivoiriens. Je connais les gars du RDR. Comme il y a un frère qui a dit que oui, non, t'as pas dit, on n'a qu'à laisser à Dieu là. Les gens allaient dire non, bon, on n'a qu'à prendre Soro. Et tu allais prendre le pouvoir, et puis nous ébouiller tous. Mais Dieu a vu dans ton plan depuis longtemps. Parce que Dieu là, lui, quoi, chez lui, il n'y a pas y a pas le passé, il n'y a pas le présent, il n'y a pas l'avenir. Lui, voit dans tout, sur tous les plans. Donc, Dieu savait que
ton cœur n'est pas bon. Dieu savait que tu étais dans un mauvais... En tout cas, tu n'es pas pour l'intérêt général. C'est pour ça que c'est Dieu même qui t'a poussé à partir, en te faisant croire que tu avais la possibilité de prendre le pouvoir par un coup d'État. C'est ça la réalité. Tu as dit que tu avais la télécommande, mais tu n'as pas compris qu'en réalité, la télécommande que tu avais, il n'y a pas pile dedans. Il n'y a pas pile dans la télécommande là. Tu ne peux pas avoir pile dedans. Sinon, même si tu tues tout le monde, tu ne peux pas arriver au pouvoir parce que ce n'est pas dans ton destin. C'est ce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas de pouvoir là. Tu as déjà fait ça dans la rébellion. Les 8 ans que tu as fait en tant que chef d'État du Nord là, c'est fini. Tu n'as pas de pouvoir infini. Dieu t'aurait fait grâce si tu étais resté derrière le Prado. Parce que ta baraka allait venir de lui. La baraka que lui là, ça allait t'éteindre sur toi. Lui, si lui te donnait sa bénédiction, tu allais pouvoir arriver au pouvoir. Mais comme tu as trahi, tu as fait croire que c'est toi qui as mis le Prado au pouvoir, même si c'est toi qui as mis le Prado au pouvoir, mais tu as oublié que nous on allait voter. Si Prado avait perdu les élections, là, on allait parler de force, de se battre. L'ONU n'allait pas dire qu'il faut qu'il prenne le fauteuil présidentiel. La France ne serait jamais allée prendre une résolution à l'ONU pour que le Prado soit installé de force au pouvoir. Il a gagné les élections, donc ce n'est pas toi qui l'as mis au pouvoir. Ce sont les électeurs. Il faut que les gens comprennent ça une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas Soro qui a mis le Prado au pouvoir. Les combattants sur le terrain, là, ils vont dire quoi? Les Diagao, le chef d'état-major du terre, là, Cyril Ousmane, ils vont dire quoi? Et même père, son homme qui a initié même le combat de la rébellion, lui va dire quoi? Donc c'est tout cela qui ont mis. C'est un concours d'efforts. Plus les militants même qui ont donné leur vie. C'est tout ça qui a fait que le Prado arrive au pouvoir. Toi seul, tu ne peux pas prendre tout ça là. Mais il est dans la même logique que le Gbagbo qui se dit, oui, je suis opposant historique, je suis ceci, cela, c'est moi qui ai envoyé le multipartisme en Côte d'Ivoire. Bon, tout ça, en fait, c'est pour se donner un genre, comme on dit à Abidjan, pour se donner de l'importance, pour faire croire qu'on est capable mais c'est pas ça le plus important. Tu as aidé le Prado pour qu'il arrive au pouvoir, soit, mais il t'a remercié. Le premier remerciement, il t'a nommé Premier ministre. Il t'a nommé également ministre de la Défense, en même temps que tu étais Premier ministre. Le deuxième remerciement, tu n'avais même pas l'âge. Les conditions d'âge n'étaient pas réunies. Il a fait de toi président de l'Assemblée nationale. Mais ça ne t'a pas suffi. Toi, tu voulais que lui se lève et qu'il te donne le fauteuil. Il savait, il t'a reçu, il t'a dit, arrête ce que tu as commencé là, je suis au courant. Malgré tout, tu n'as pas arrêté. Est-ce qu'il n'y a pas plus... Je ne sais pas, tu es sur la base de quoi? Normalement, à ta place, dès que tu as commencé à un moment donné, quand ça n'allait pas là, tu aurais pu rentrer dans les rangs. Mais nous, on prie Dieu, que Dieu endurcisse ton cœur davantage. C'est dans ça que nous, on va... Nous, notre bonheur là, c'est que toi, tu continues d'endurcir ton cœur. Oui, tu es un jeune frère, hein. Toi, tu n'es pas plus âgé que nous. Tu es un jeune frère. Ce que tu fais là, c'est pas normal. Il faut arrêter. Tu ne peux pas continuer à vouloir tuer tes propres parents pour arriver au pouvoir. Je suis désolé. Mais toi, tu penses que les babos, les Tidjam, ils t'aiment? Non, je suis désolé. Je vais t'utiliser contre le Prado. Ce que vous avez fait en 2020, que ça a échoué, c'est ce que vous voulez reprendre en 2025. Vous voulez reconstituer ça sous une autre forme en 2025. Cette fois-ci, avec la présence de Gbagbo et ainsi de suite. Hey, le cosmique ne va pas accepter. Je vous dis ça, ça a déjà échoué même. Ne vous fatiguez même pas. Oui, parce que nous aussi, on ne dort pas. Hein. De l'autre côté, là, chacun de nous ne dort pas. Ouais, retenez ça. Moi, j'ai déjà dit plusieurs fois, tout le monde prie à sa façon. Mais Dieu, là, il peut écouter même le mendiant du coin de la rue que tu ne considères pas là. Il est spirituellement plus important que toi, le milliardaire. Donc, ne pensez pas que parce que vous avez eu de l'argent sale, parce que c'est de l'argent sale que vous avez eu. Vous avez tué des gens, vous avez fait des trucs pour devenir milliardaire. Les gens sont morts pour que vous deveniez riches. Et vous avez posé comme acte. Oui, aujourd'hui, matériellement, vous pensez que vous êtes assis. Mais attention, attendez la suite des événements. Pour vous-même et pour vos propres enfants. C'est important votre descendance. Mais on peut demander pardon au peuple. Ça ne fait rien. Au contraire, même, ça va te grandir. Et puis, résolument, au travail pour aider le pays à avancer. Ce sera bon pour nous tous. Parce qu'en définitive, là, si vous dites que vous aimez la Côte d'Ivoire, pourquoi vous combattez celui qui construit la Côte d'Ivoire? C'est incompréhensible. Pourquoi vous le combattez?
Comme a dit l'éclaireur, c'est tellement vrai. C'est-à-dire que quelqu'un va prendre, il va prendre l'argent chez les Blancs pour venir construire son pays. Vous dites non que ce n'est pas normal. Donc il n'a qu'à faire quoi maintenant? Donc ça veut dire que vous là, vous reprochez au monsieur de travailler. Est-ce que ça, franchement, dans un pays normal, on peut poser ce genre de problème? Vous dites que dès qu'il a plaqué, c'est trop. Lui vous dit que le PIB de son pays, du pays là, où lui l'a envoyé là, dès que lui l'a pris là, ça ne fait même pas 50%, ça ne dépasse pas 50%. Et ça n'atteint même pas 60%. C'est autour de 58%. C'est pas tout. Il vous dit la structure de la dette telle que j'ai fait là, on ne peut pas avoir de problème. Parce que notre dette là, on peut faire projection même à moyen, à court, à moyen et à long terme. En clair, ça veut dire quoi? Que si on a pris crédit, c'est 25 milliards, c'est 25 milliards. Si on a pris 25 000 milliards, c'est 25 000 milliards qu'on aura payé dans 10 ans. Pourquoi? C'est dans une monnaie à parité fixe avec notre monnaie locale. Ce n'est pas comme avant, quand il y a eu la crise de la dette en Côte d'Ivoire dans les années 90 où le Prado est arrivé. Parce que lui, il a déjà l'expérience, il a vu ce qui s'est passé. Il sait pourquoi on avait eu des problèmes de crise de la dette à l'époque. Donc quand il a vu ça, et étant un homme d'expérience, il a pris des dettes, mais de façon très calculée, de façon très équilibrée, et en fonction des richesses qui sont produites par le pays. Vous voyez que vous parlez beaucoup, mais vous ne parlez même pas des nouvelles richesses que la Côte d'Ivoire a découvertes. La Côte d'Ivoire qui est en train il va devenir un pays pétrolier bientôt. Vous ne parlez pas de ça. Vous parlez de dettes. Oui, il prend trop le crédit, il a pris trop l'argent parce que vous n'avez pas d'argument. Donc vous voulez embrouiller les parents avec des histoires en leur faisant croire que le péril de la Côte d'Ivoire se trouve dans les dettes. Hey, moi, je n'ai jamais vu un pays qu'on a mis en prison. Vous avez vu qu'on a attrapé un pays pour les mettre en prison parce qu'il doit. Ça n'existe pas. Et moi, je ne connais pas quelqu'un qui a réussi dans les affaires et même dans sa vie sans avoir pris crédit. Tout le monde prend crédit pour avancer. Le monde moderne où nous sommes là, on ne peut pas avancer sans prendre crédit. Tout le monde prend crédit pour avancer. Un individu même prend crédit. À plus forte raison, un pays qui ne va pas prendre crédit. On est où? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Mais si vous ne pouvez pas laisser tomber, parce que le niveau où le monsieur a envoyé le débat là, le débat a atteint un niveau tel que, franchement, il y a beaucoup de pays, c'est pour ça que beaucoup de gens sont contre lui. Parce qu'autour de nous, à l'intérieur du pays et autour de nous, les opposants comme les gens qui sont autour de nous, la plupart des gens se rendent compte qu'ils ne sont pas au niveau, mais ils veulent forcément se maintenir au pouvoir. Ça, c'est leur problème. Mais il n'y a pas plus inintelligent que quelqu'un qui ne copie pas ce qui a de bien. C'est quelqu'un qui ne copie pas ce qui a de bon. Le Prado, ce qu'il fait là, c'est pas parfait parce que c'est humain, c'est un homme. Donc il y a des choses forcément à corriger. La preuve, on parle du problème de justice, on parle de ceci ou cela. Mais, honnêtement, dites-moi si en Afrique, ici, il y a mieux que... Je ne dis même pas Afrique francophone, hein. En Afrique, si vous trouvez un président qui gère mieux son pays que Ouattara, vraiment, montrez-le, nous, on va dire à Ouattara de s'inspirer de lui. Ce pays n'existe pas. Oui, vous le savez. Même les gens parlent du Rwanda. Paul Kagame, là, sa façon de gérer le Rwanda, puis prendre ça n'a rien à voir. La preuve, quand on cite les pays performants, on ne cite pas Rwanda. Non, il y a des choses à copier au Rwanda, notamment par rapport à la rigueur et la fermeté du pouvoir. Oui, c'est ça. Je suis d'accord, Prado peut prendre ça. Mais en termes de gestion économique, financière et autres du pays, non, non, non. Gestion des finances publiques, Ouattara n'a pas de leçon à recevoir de quelqu'un. Ouattara n'a pas de leçon à recevoir de quelqu'un, au contraire. Et moi, je vous ai dit qu'à partir de 2025, Ouattara va pratiquer, il va punir les gens. Les gens pensaient que je jouais. Mais Éclaireur a parlé d'un député qui a été déféré. Pourquoi? Mais ça, c'est quand même surprenant. On vient de déférer encore, je crois qu'il y a un maire ou un truc comme ça. Militant. Je vais m'arrêter là et puis probablement demain on pourra aborder d'autres sujets. Mais c'était vraiment ces différents points-là que j'avais voulu soulever. Et encore une fois, je te félicite pour ta communication. Je te remercie pour la mise en place de cette plateforme, de la mettre à notre disposition. Je pense que notre communication dérange beaucoup, honnêtement, je le reconnais. Ta communication dérange, notre communication dérange. Ce que nous disons, ça dérange. Parce que nous ne insultons personne, mais nous essayons d'éveiller les consciences des gens. Nous essayons de donner beaucoup d'informations
d'éclairer la lanterne de nos parents, de nos frères et sœurs. C'est vrai. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de gens qui sont là à l'école, mais beaucoup ne comprennent pas comment les choses fonctionnent. Les gens leur disent des choses qui sont beaucoup de contre-vérités. Voilà en fait la réalité. Moi, je vais exhorter le Prado à ne pas s'amuser à mettre sa bouche dans l'affaire des inscriptions de Babo sur la liste électorale. Il n'a qu'à laisser ça comme ça. Babo n'a qu'à régler son problème à la justice. C'est pas Prado qui l'a condamné, c'est la justice qui l'a condamné. Blé Goudé n'a qu'à régler son problème à la justice. Il n'a qu'à aller dire où il a eu l'argent, là, pour avoir compte, juste quand il y a un milliard dessus, on n'a qu'à débloquer pour lui donner là. Moi, s'il ne peut pas justifier où il a eu l'argent là, on prend l'argent, bien sûr, au trésor public, et puis l'affaire est finie. C'est aussi simple que ça. Parce que je ne vois pas comment il peut venir juste. Toi, tu n'as jamais travaillé. Et puis, tu as compte bloqué. Du coup, il y a l'argent dessus beaucoup. Moi, j'aime bien si on peut prendre un peu pour me donner aussi. Parce que nous, on a bien d'argent pour essayer de faire avancer le pays. Nous sommes dans ce pays-là. Nous, on a payé impôt ici depuis des années. Nous, on paye impôt. Donc, toi, tu as pris l'argent de la Côte d'Ivoire. Et puis, aujourd'hui, tu vas venir te pavaner. Non seulement vous avez tué les gens, il n'y a rien. Vous promenez, vous êtes même, il y a garde du corps, tout ça. Toi, tu as porte-parole. Ça, c'est plus important que qui dans le pays-là? Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui n'a même pas de diplôme même sérieux. On dit qu'il a volé chose. Et il y a un professeur même qui est sorti qui a confirmé ça. Et puis c'était même pas un professeur de l'opposition, c'est un professeur à l'époque quand il était au pouvoir, c'était un professeur de haut rang. Qui a reconnu que lui il t'a aidé à avoir diplôme, c'est-à-dire qu'il t'a triché. Honnêtement. Après ça, normalement, c'est des gens qui doivent se taire. Mais il fait des tournées, tu vas à l'ouest, chez tes parents, c'est normal, ils vont t'accueillir, tu es leur fils. Mais hey, population de l'ouest, votre vie là, ce n'est pas la vie de Blé Goudé. Le bonheur de Blé Goudé, ce n'est pas votre bonheur. Là. Si vous trompez des cibles, vous allez vous faire du mal. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Je pense qu'avec ce que Alassane Ouattara n'a pas, il sait que beaucoup parmi vous ne l'aiment pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas développé vos villages. Il a mis courant sur vous. Il a mis de l'eau potable. Il vous a donné goudron. Il n'a pas tenu compte du fait que vous étiez contre lui. Et vous voulez que les Blé Goudé reviennent pour venir utiliser vos enfants pour faire la guerre. Pour venir utiliser vos enfants pour faire des mauvaises choses. Mais arrêtez. À un moment donné, là, même quand tu ne sais pas comment les mesures fonctionnent, quand tu vois un sac plein là, tu connais, tu dois savoir que le sac là est plein ou que le sac est vide. Faites la part des choses. On peut aimer quelqu'un et puis ne pas le suivre politiquement, sachant bien que la personne n'est pas capable de te permettre d'évoluer ou de t'épanouir dans la vie. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez vous faire du mal? Pourquoi vous voulez vous faire du mal à votre propre pays en suivant des gens qui ne sont pas capables de vous apporter quelque chose? Babo dit qu'il a sauvé la Côte d'Ivoire utile. Quand il était au pouvoir, quand il y a eu la rébellion quand il a pris le pouvoir en 2002, quand il y a eu la rébellion, il dit que lui il a sauvé la Côte d'Ivoire utile. D'abord, c'est une injure à nous les nordistes. Mais c'est pas grave. Nous on a accepté. Ça veut dire que nous qui sommes au nord, là, nous on est inutiles. On a compris ça, il n'y a pas de souci. Mais la Côte d'Ivoire utile, là, lui il en a fait quoi? Il en a fait quoi? C'est dans Côte d'Ivoire utile, ils sont devenus tous milliardaires. C'est dans Côte d'Ivoire utile, là, ils sont devenus milliardaires. C'est lui-même quand en 2010, lors de la campagne présidentielle, il disait que le problème majeur de la Côte d'Ivoire, c'est les routes. C'est lui-même qui a dit, hein, c'est pas quelqu'un qui a dit, les vidéos sont là, et la barre est là, heureusement. Mais les problèmes de route, là, Ouattara a résolu ça à plus de 50%. Donc, quelqu'un qui est venu régler les problèmes de la Côte d'Ivoire, vous voulez que la personne quitte le pouvoir, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Le piège de l'Occident, c'est cette histoire de limitation des mandats. Pour moi, c'est un non-sens pour les pays africains. On ne peut pas avoir un président comme Ouattara. Ouattara s'assoit et puis on prend qui? Et on pose la question, vous voulez qui quitte là? Vous prenez qui? Vous voulez oui, quelqu'un d'autre? Tidjane Thiam n'a pas venu au pouvoir. D'accord, on a compris. C'est un Tidjane Thiam qui est d'origine sénégalaise là, qui n'a même pas 100 Ivoiriens dans son corps là. Vous voulez que Ouattara, qui est Ivoirien là, il n'a qu'à laisser le pouvoir avec tout ce qu'il a fait là. Même si on dit qu'en politique, les gens ne sont pas reconnaissants. Ne soyez pas inutilement méchants. Ne soyez pas méchants. Juste vous n'aurez que vos os pour pleurer. Quelqu'un qui a laissé le pays pendant 24 ans, qui a donné tout à ce pays-là, qui a double nationalité, qui n'est pas Ivoirien d'origine. C'est lui-là que vous voulez, qui n'a qu'à venir prendre notre pays. C'est-à-dire que quand les deux présidents, le Sénégalais, Diomaye Faye, et puis lui vont se croiser, on va dire Tidjane Thiam et Diomaye Faye sont ensemble. Qui est président de Côte d'Ivoire, qui est président du Sénégal? Les gars, arrêtez ça. Hein.
Arrêtez vos conneries de vouloir chose que Tidjane soit président en Côte d'Ivoire là. Arrêtez ça. Il n'a qu'à aller où il veut, mais il ne peut pas être président en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas nous chercher à nous faire ce coup-là. On ne peut pas accepter ça. Vous ne pouvez pas combattre Alassane Ouattara pendant plus de 30 ans pour dire qu'il est étranger, sachant bien qu'il est ivoirien. Et puis aujourd'hui, venez nous prendre quelqu'un qui est d'origine étrangère, c'est-à-dire qui n'a même pas un petit sang ivoirien dans son corps, et vouloir que ce monsieur vienne nous diriger. Il peut diriger votre parti politique, ça c'est votre problème. Un parti politique, ce n'est pas, c'est une organisation privée. Mais il ne peut pas venir diriger la Côte d'Ivoire. S'il est trop intelligent, il n'a qu'à aller développer le Sénégal. Il peut être député, il n'a qu'à aller. Si même député ne peut pas gagner au Sénégal, je vous dis ça aujourd'hui. Vous le savez. Pourquoi c'est encore il va venir être député il va venir être président. Éclaireur, c'est bon, je vais m'arrêter là. Lui là, ce n'est pas la voix du militant. C'est bon. Merci beaucoup. On va passer la parole. Cher Aîné, c'est nous qui vous disons merci. Merci pour tout ce que vous avez dit. Parce que quand vous parlez, on peut passer des heures à vous écouter. Et on apprend tellement avec vous que nous sommes très heureux. Merci beaucoup, Éclaireur. Merci beaucoup. Vraiment... Non, mais Éclaireur, toi aussi, tu m'inspires. Parce que, en fait, moi, il y a des choses que je n'allais pas avoir le courage de dire. Mais quand je t'écoute, je me dis, bon, il faut se lâcher. Parce que finalement, quand on parle... Tu vois, quand je parle là, actuellement, j'ai un peu mal. Parce que je ne peux pas comprendre pourquoi les gens sont méchants. Pourquoi ils sont inutilement méchants. Pourquoi ils... Attends. Vos enfants ont déjà réussi, vous avez déjà amassé des milliards. Vos enfants ont réussi. Votre famille a l'habitude du besoin, mais ça on veut voir. Mais pourquoi vous voulez brûler le pays pour l'avenir? Pourquoi vous voulez détruire tout ce que Ouattara a construit en 10 ans de pouvoir? Pourquoi? Parce que tout ce qui a violence en Côte d'Ivoire, on va détruire tout ça là. C'est plus facile de détruire que de construire. Tout le monde, ils le savent, mais moi, je me pose la question, mais comment, si ce n'est pas l'homme noir, qui peut faire ça? Le débat en Côte d'Ivoire n'est jamais à une certaine hauteur. Quand on commence à parler de choses sérieuses, les gens sont perdus, ils n'ont plus d'arguments. Regardez, c'est faire des sociétés, mais on peut en parler, parce que c'est la mentalité des Ivoiriens. Il y a deux influenceurs qui ont des problèmes. On l'arrête, et puis des gens, moi je vais sur TikTok, j'écoute, le gars, un jeune qui dit oui, observateur, il a commencé à sensibiliser la jeunesse, machin, oui, c'est vrai, il a déconné, mais elle lui a demandé pardon, il a demandé pardon à la jeune dame, elle devait laisser. Elle doit laisser vraiment, je trouve que 6 mois d'emprisonnement, c'est trop. Bon. Au-delà de 6 mois d'emprisonnement, de parler de quantum de la condamnation, est-ce que ce que l'observateur a fait là, c'est répréhensible juridiquement aux yeux de la loi ou pas? C'est ça qui est le plus important. Parce qu'il faut que les gens apprennent à comprendre qu'on ne peut pas continuer à violer la loi. Quelqu'un viole la loi, et puis, parce qu'on a demandé pardon, on n'a qu'à laisser. Voilà l'état d'esprit des Ivoiriens. L'impunité est devenue normale. Jusque même les gens, tu peux tuer quelqu'un, si tu demandes pardon, et que les parents de celui qui est mort disent qu'on n'est pas d'accord, mais il va se trouver des gens qui vont dire oui, mais vous avez demandé pardon, il faut laisser tomber. Non. C'est pas comme ça la société peut se bonifier. Parce que pour que les gens, le mal ou les infractions ne continuent pas, il faudrait que les gens se rendent compte que quand ils vont poser des actes, on va les mettre en prison. Ils seront punis. S'il n'y a pas de punition là, mais ce sera, même dans la jungle, les gens respectent quand même, il y a des codes de conduite. On ne peut pas être dans une société. Le gars, là, il y a un jeune qui a insulté le président pendant des années. Et puis après, il s'est retrouvé, il est rentré ici pour venir faire une émission live TV, on l'a arrêté, j'ai oublié son nom là. Il avait même dit qu'il va pisser sur le corps du président, tout ça là. Peter 007. Voilà, Peter 007. Ça aussi, vous avez vu, c'est le même truc. C'est pareil qu'ils sortent pour demander pardon. Il y a des gens qui ont pris position pour Peter 007. Ils ont oublié tout le mal qu'il a fait au président, toutes les invectives et toutes les injures qu'il a fait par rapport à la fonction. D'abord, même par rapport à la fonction du chef d'État, il y a des choses qu'il ne devait pas dire. Jusqu'à dire, il va pisser sur son corps, tout ça. Il a dit vraiment beaucoup de méchanceté. On dit, ouais, Peter 007 a demandé pardon. Le président n'a qu'à laisser. Vous voyez? Il faut que les gens comprennent que on ne peut pas construire une société digne de son nom si on veut faire prospérer l'impunité. L'impunité, si ça prospère, mais on est foutu.
Parce que nos enfants auront quelles règles? Il faut qu'il y ait des règles de conduite. Ça nous ramène à cette histoire on allait construire un bordel devant une école. Ils n'ont aucun problème. On cherche l'argent, oui, d'accord. Mais c'est pas à tous les prix et à tous les coups, et même en violation de toutes les règles de la société. Et bien les autorités sont là, on ne dit rien. On laisse tomber. Il va falloir que quand on va interpeller, c'est là ils vont aller tout casser. Et quand ils vont casser, les gens vont dire, oui, ils sont en train de chercher leur argent, on est venu casser. Mais quand ils sont en Europe, ils respectent les règles. C'est blanc. Mais quand ils viennent dans leur pays, non, quand on arrive, quelqu'un, non, on lui a demandé pardon, on n'a qu'à laisser. Vous voyez, on ne peut pas construire une société en faisant fi des règles que nous-mêmes on s'est données. À partir du moment où il y a une loi qui dit que tu fais diffamation de quelqu'un, tu racontes des méchancetés sur quelqu'un ou bien tu insultes quelqu'un, tu dois être puni. On punit la personne. Tu as violé, on te punit. Tu as tué, on te punit. Politicien ou pas. Mais si les politiciens ont tué, ils ont donné des instructions, les gens ont tué à leur nom, il n'y a rien eu. Donc du coup, les gens se disent, bon, si on a pardonné aux politiciens, on doit pardonner à tout le monde. Donc on est dans la société là, tu ne veux pas arrêter quelqu'un, tu poses plainte contre quelqu'un, on dit non, il est méchant. Que oui, ils ont demandé pardon, il dit laisse pas. Mais franchement, moi je suis perdu à un moment donné, je me dis mais on ne peut pas continuer. Et ça veut dire qu'on est dans un tournant très dangereux. Et il y a des gens qui ne doivent même plus exister politiquement en Côte d'Ivoire pour que le pays là soit sauvé. Et nous le savons tous, les opposants que nous avons là, c'est des gens qui sortent de la politique, vous allez voir que ce pays là va avancer. Les gens n'auront plus de repères négatifs. Parce que c'est des repères négatifs, c'est des références négatives. Malgré toutes les grandes choses, toute la référence positive qui représente Alassane Ouattara, les gens le combattent. Parce que quand tu prends tous les politiciens venant là, il n'y a pas un seul. Ce que tu as dit, éclaireur, concernant quand je fais référence beaucoup à tes propos, c'est parce que je me retrouve dans ce que tu dis. Et c'est ça. Quand quelque chose, la vérité là, ça se partage, on n'a même pas besoin de se connaître. Parce que quand tu dis quelque chose que l'autre se retrouve dedans, ça veut dire que vous êtes au même niveau vibratoire. C'est important. Quand tu as dit que, avant d'arriver au pouvoir, Ouattara, il s'est préparé pour le pouvoir. Quand il dit s'est préparé, c'est pas, je veux arriver au pouvoir. Oui. Ouattara n'est pas venu au pouvoir pour être, il était déjà. Il existait déjà, il était déjà quelqu'un. Il n'est pas venu au pouvoir pour être quelqu'un, il est venu au pouvoir pour faire, pour aider. Et il s'est préparé. Donc, on a bien vu que, même étant au Golfe, le monsieur a continué à se préparer. Dès qu'il est arrivé net, la première des choses qu'il a créé, c'est le programme présidentiel d'urgence. Éclaireur, je pense qu'il faut qu'on fasse des recherches sur le programme présidentiel d'urgence pour en parler, pour rappel de mémoire. Si Ouattara n'avait pas fait programme présidentiel d'urgence, genre plan Marshall pour la Côte d'Ivoire, il n'allait pas réussir. Effectivement. Vieux là, c'est un esprit. Vieux là, il est trop intelligent. Qu'il me pardonne, le fait de dire qu'il est intelligent, c'est comme si je l'insulte. Mais c'est parce que on doit dire, s'il y a un autre mot, il est plus que surdoué. Parce qu'il a les solutions. Il est bien inspiré. S'il n'avait pas mis programme présidentiel d'urgence là, et les opposants ont critiqué après, sachant Ouattara a pris pour régler la plupart des gros problèmes, des sérieux problèmes de ce pays-là. Nous, on est contemporains, nous, on vit en Côte d'Ivoire, on sait ce qui se passe. On a vu. Donc, Ouattara s'est préparé avant d'arriver au pouvoir. Ouattara savait que c'est peut-être le premier opposant que moi je connais en Afrique qui a fait programme de gouvernement, c'était sur Internet, tu pouvais aller télécharger. Il a fait ça sous forme de livre, on donnait ça cadeau aux gens, on distribuait dans les meetings, les gens distribuaient aux gens. Moi, j'ai encore même, si je fouille dans mes documents, dans mes dossiers électroniques, je dois avoir le programme présidentiel de Ouattara. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un il se faisait confiance et il s'était préparé conséquemment. Et ce n'est pas surprenant que quand il arrive au pouvoir, la maestria dont il fait preuve. Parce que c'est pas quelqu'un qui est venu au pouvoir ex nihilo. Il ne s'est pas improvisé pour devenir président de la République. Les gens pensent que c'est facile. Non. Ce que Ouattara est en train de faire, c'est trop compliqué, c'est trop complexe. Il faut avoir un certain niveau, un mindset qui te permette, un logiciel humain qui te permette justement de réussir ce qu'il est en train de réussir aujourd'hui. Là. On te dit que le PIB de la Côte d'Ivoire, cette année, ça va se terminer autour de près de 90 milliards de dollars.
on est en tête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays qui peut se comparer à nous en Afrique de l'Ouest ici. Il n'y en a pas. À part peut-être le Nigeria. Mais même le Nigeria nous en régression par rapport à l'Afrique du Sud. Ça aussi, c'est une information que tout le monde a reçue. Voilà la réalité. Donc, le monsieur a tous les points de vue sur le plan du développement. Je pense que, honnêtement, on va peut-être en reparler un autre jour, mais la réalité est que il y avait un choix à faire. À un moment donné, Ouattara a décidé de développer tout ce qui est infrastructure. Parce qu'il sait que quand tu as réussi sur le plan macroéconomique, sur le plan microéconomique, tout va, les choses se sont imbriquées. L'Europe, aujourd'hui, est citée un exemple seulement. Ce sont les plans macroéconomiques. Quand les infrastructures sont là, il n'y a pas de raison que le pays n'avance pas. La résilience de l'économie ivoirienne vient du fait que rien compris. Ceux qui disent qu'ils vont prendre l'argent en interne pour développer la Côte d'Ivoire, c'est une chimère. Ici, point bas. Éclairer essaie d'expliquer, mais les gens ne comprennent pas. Ils ne savent pas que c'était. On va aller droit dans le mur avec ces gens-là. Parce qu'ils n'ont aucune expérience de la gestion d'un État. C'est pas parce que tu as été ministre que tu peux gérer. Tu n'as même pas été premier ministre, tu as été ministre, que tu peux être un président de la République. C'est là que tu vas voir qu'il y a certaines réalités. Les Diomaye Faye, ils sont arrivés au pouvoir. Ils vont lire leur maintenant. Ils vont comprendre que ce populisme ils ont fait avant d'arriver au pouvoir, c'est pas la même chose que quand on arrive au pouvoir. Le pouvoir, c'est une. Quand tu fais des démarrer là, tu te rends compte que c'est des responsabilités. C'est comme si tu sois un problème, toi, mais tu as cherché. Parce que quand tu finis de démarrer, il faut entretenir la femme, il faut entretenir les enfants, il faut entretenir, faut t'occuper du présent, il faut t'occuper de l'avenir. Donc, être un père de famille, ce n'est pas facile, à plus forte raison, être un chef d'État, un président de la République d'un pays. De plusieurs dizaines de millions de personnes. Tu dois décider pour eux. Et surtout décider dans le bon sens. Et qui n'est pas évident. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de lutter pour que 2025 se passe bien, mais surtout que 2025, nous maintenions au pouvoir. C'est déjà fait. Dieu a déjà écrit. Le RHDP va continuer, mais surtout avec le président Ouattara. Que les gens le veuillent, qu'ils ne le veuillent pas, ils perdent leur temps. Ils ne pourront pas empêcher ça, puisque c'est déjà réalisé. C'est ça. Plus facile que 2015. Tous ceux qui se rappellent, parce que vous remarquez que quand on parle des violences électorales, on parle de 2010. On saute 2015 et on arrive à 2020. Regardez 1990. Voilà, 2025, 2015, 2025 là, il n'y aura pas de problème. Tous ceux qui dérangent là, ils ne pourront pas déranger. C'est pour ça que Dieu l'a poussé à commencer dès maintenant, pour qu'on voit déjà le jeu dans lequel ils veulent nous envoyer. Pour que dès maintenant là, on puisse prendre les précautions nécessaires. On puisse prévenir le plus rapidement possible. Donc c'est une très bonne chose que les gens même se signalent dès maintenant. C'est ça la réalité. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui arrivent et ils pensent que c'est parce qu'ils sont trop intelligents. Non, c'est le cosmique qui les pousse à la faute. C'est Dieu, comme quand il dit cosmique, souvent peut-être les gens ne comprennent pas, c'est Dieu qui vous pousse à la faute, qui pousse les gens à se dévoiler, à montrer leurs intentions malveillantes, leurs mauvaises intentions. Oui. Ils se fatiguent. Vous n'allez pas réussir parce que vous avez déjà échoué. Vous pensez que vous avez commencé tôt. Mais Ouattara a déjà fini. Lui, il a assis, le moteur de sa voiture est déjà froid. Il a assis et puis il vous regarde. Lui vous attend. Mais malheureusement, vous n'allez pas pouvoir arriver à son niveau. Pour la simple raison qu'il a déjà anticipé beaucoup de choses. Oui, il y a quelqu'un qui me disait, oui, il y a beaucoup de choses qui se passent encore actuellement, le président ne dit rien. Je dis, mais le président sait à quel moment il doit parler. Il va dire, actuellement, il va se lever, il va dire quoi? Il a mis en place des structures qui fonctionnent. Il a mis en place des gens qui font un certain travail. Il voit ce qui se passe. Le jour où il va estimer qu'il doit parler, il va parler. Mais pour le moment, il n'a rien à dire. Il n'a pas à parler. Même
Tout, ils peuvent tenter ce qu'ils veulent, ça ne marchera pas. C'est bizarre hein, quand on dit ça, les gens, parce que c'est parce qu'on veut avoir, on a la bouche, on a la gueule, ça n'a rien à voir. On ne parle pas dans le vide, on parle en connaissance de cause. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas dire comme ça, mais vous devez comprendre que la conviction à laquelle on le dit là, c'est parce qu'on a certaines réalités. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut croiser les bras. Je l'ai dit plusieurs fois. Oui, tu vas être admis à un examen, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier. Voilà, c'est tout. Donc, on doit se donner les moyens de réussir. Mais la réussite est déjà là. Et Dieu va nous inspirer pour que justement nous mettions les ingrédients qu'il faut pour réussir. Et Éclaireur fait partie, la plateforme Éclaireur pour vérité fait partie des ingrédients déjà de la communication. C'est clair et net. Et j'espère et je souhaite que le président s'inspire de certaines choses que nous disons ici, parce que nous représentons la société. C'est pour ça que je veux que de plus en plus les gens parlent en langue locale. Non seulement pour informer les gens, mais le fait de parler en langue locale, ça va nous rapprocher beaucoup plus de nos propres réalités. Voilà. Retenez une chose, il y a une vérité spirituelle. Chacun crée sa propre réalité. Si tu veux te laisser berner, c'est toi qui as accepté, donc tu t'es créé ta propre réalité. On dit, les peuples choisissent les dirigeants qu'ils veulent, les dirigeants qu'ils méritent. Donc, nous, on a décidé, parce qu'on veut le développement, on veut avancer, on veut que nos enfants aient un avenir radieux, en tout cas meilleur, on a décidé de continuer avec le Prado. Oui. Franklin Delano Roosevelt a fait 3 mandats aux États-Unis, alors qu'aux États-Unis, dans la Constitution américaine, il faut 2 mandats. Il a fait 3 mandats, il a 4e mandat, il a fait 4e mandat, mais il n'a pas terminé le 4e mandat parce qu'il est mort. Sinon, il aurait terminé le 4e mandat. Mais je ne vous dis pas que le Prado va mourir. Il va faire 4e mandat, il ne va pas mourir. Voilà. Mais c'est pour vous dire que, même chez les Blancs, là, surtout les Américains, ils sont pragmatiques. À un moment donné, ils ont vu qu'ils avaient besoin de Franklin Delano Roosevelt. Ils avaient besoin de Roosevelt. Donc, ils se sont dit, bon, le monsieur là, il travaille bien. Si c'est vrai que la Constitution dit qu'il faut 2 mandats, mais on n'a qu'à lui laisser continuer. Donc, les gens l'ont laissé travailler. Ce qu'il a mis en place là. Il est mort, il a laissé. Est-ce que ça n'a pas permis aux États-Unis d'avancer? Angela Merkel, elle a fait combien de mandats? Elle a fait près de 4 mandats. Lui-même, qui actuellement cherche à déstabiliser l'Afrique, là, qui vient de se faire réélire, là, le président russe, là, il a fait combien de mandats? Ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Le président rwandais, lui-même, il a fait sauter le verrou, il n'y a plus de limitation de mandat. Il est là-bas, ça fait combien d'années il est au pouvoir? Mais on ne parle pas de ça, hein. Parce qu'ils ont peur de lui. Parce que lui, il ne mâche pas ses mots, il n'est pas aussi, il n'arrondit pas les angles comme people. C'est pour distraire les populations. En réalité, là, on laisse tout si quelqu'un veut faire 10 mandats, il se présente. Si la population ne veut pas de lui, elle ne va pas le voter. C'est tellement simple. Mais quelqu'un, même Oufou, mais il a fait 33 ans. Il est mort, il a laissé Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas que Ouattara va faire 50 ans et puis, quand il va mourir, il va partir à la Côte d'Ivoire. Non. Tout ce qu'il va réaliser là, le juge ne sera pas là. C'est nous, on va s'asseoir pour dire, ah, viens là, il a travaillé, viens là, il est comme si, viens là. Voilà. Donc, il faut qu'on comprenne que ce qui est important, c'est l'avenir, le bien-être de nos concitoyens. Le devenir positif, pas le devenir négatif. C'est ça aussi. On peut décider d'aller de l'avant, mais négativement aussi, hein, comme on peut décider d'aller de l'avant positivement. Parce qu'il y a le point 0, il y a moins, et puis il y a plus. Nous, on a décidé de choisir le plus. On ne veut pas régresser. Voilà, on a déjà fait notre part d'involution. On veut maintenant faire notre part d'évolution. On a eu notre révolution. On veut maintenant évoluer. On veut aller de l'avant. Parce que la trajectoire de progression que nous avons amorcée, nous ne voulons plus nous arrêter. On veut pouvoir continuer le travail, faire en sorte que ce pays-là continue de briller en Afrique de l'Ouest, en Afrique et dans le monde. Voilà. Éclaireur, je m'arrête là. Et vraiment, merci pour l'attention que vous m'avez accordée. Il n'y a pas de et à bientôt. Vraiment, merci beaucoup, cher père. On va vous laisser vous reposer et on va vous souhaiter une excellente soirée. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Hein. De toute façon, je vais me déconnecter et puis écouter. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci au revoir. beaucoup. Merci beaucoup. À demain, Inch'Allah. Inch'Allah. Vraiment, merci au père Koulibaly qui a fait de très grandes démonstrations et qui a dit beaucoup de choses.
on va déjà se baser sur ce qu'il a dit. Involution, évolution, révolution. Je vais vous expliquer un peu pour qu'on comprenne de quoi il est en train de parler. Quand on parle de la révolution, de la même manière que la Terre tourne sur elle-même là, quand la Terre tourne sur elle-même là, on appelle ça la révolution. Un être humain là, tu tournes sur toi-même aussi. Ça se passe comment? Ça se passe que toi-même là, ta conscience là te met en questionnement. C'est quel genre de vie je veux vivre? Moi-même là, je suis qui? Moi-même là, je veux mener quel type de vie? Tu vois que tu tournes sur ta propre vie pour te questionner la vie que tu veux mener. Et quand tu poses cette question-là, ça va t'amener vers les deux pôles. Tu peux décider de mener une vie pour te faire progresser. On va appeler ça le pôle positif. Comme tu peux aussi décider de mener une vie pour te dégrader toi-même. Parce que quand un être humain est créé, il n'est pas créé pour faire ni du bien ni du mal. Mais tu décides de faire le mal, comme les Laurent Gbagbo et les Soro-Guillaume là. Voilà, il faut qu'on leur donne des conseils. Et ici, il y a un homme radical du PPACI qui vous donne des conseils. On va écouter ça et après, je vais rapidement continuer et puis donner la parole aux uns aux autres. Eux n'ont rien compris, eux ne comprennent jamais rien. Ils font vidéo. Non, on a les papos, Vous avez les papos, allez-y enlevez Ouattara. Ils sont aux États-Unis, les guêpes là. Vous avez les papos, allez-y enlevez Ouattara. Les sous le départ, transpire dans la voiture. Va enlever Ouattara. C'est on dit là, il a parlé à tout le monde. Chacun aura son bain. Et puis vous êtes là, vous faites vidéo. Vous ne connaissez plus les armes. Vous ne connaissez plus la route des armes. Les sous de Paris, les admirals blindés, la guêpe là. Tibafori, le CENI là. Vous ne connaissez plus les armes, la route des armes. Vous ne savez plus où les armes se trouvent. Dès que vous savez, vos maudits. Promax. Vos maudits. Promax. Allez-y, enlevez Ouattara maintenant. Quand ils sont connectés, il y a 1000, 2000 personnes qui les regardent. Alors que Ouattara est indéboulonnable. Bon, moi je prends mon temps pour regarder un soroïste. Faut pas faire allez-y prendre les armes, vous allez enlever Ouattara. C'est dans ça on le connaît, ils n'ont qu'à les prendre. Vous faites vidéo. Quand Gbagbo était au pouvoir là, vous avez pris les armes, non? Vous avez tué les gens. En tout cas, Ouattara n'est pas comme Gbagbo. Allez-y prendre les armes, vous allez enlever Ouattara. Ouattara va couper les cœurs. Ouattara maintenant. Personne ne parle. Vos mots d'hier, vous tous. 1000 fois. Vous les soroïstes là. Toi, Soro Guillaume, tu ne peux pas être président de Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. C'est moi qui ai dit ça. Toi, Soro, tu ne peux pas être président de Côte d'Ivoire. On lui dit ça toujours, mais il ne croit pas. Tu ne peux pas. Faut parler. Parce qu'après Ouattara, là, on va régler ton compte. Ah, donc vous, les gens de Gbagbo, vous allez régler le compte de Soro. Mais nous aussi, on cherche à régler son compte aussi. Donc, ça veut dire qu'il est dans paix. Donc, votre amitié qui se passe là, vous êtes en train de vendre l'eau de poussière. L'eau de... non, on va appeler ça bon. On est en train de parler de poussière d'eau. On va parler de poussière, on va parler de l'eau en poussière. Ah, donc votre amitié là, c'est l'eau en poussière. Soro est amoureux de Gbagbo. Surtout sous l'amoureux de Simone. Donc c'est l'eau en poussière vous vendez. On vous regarde dedans. Ça, moi je te dis ça en même temps. Toi, on va régler ton compte. Ce que tu as montré aux Ivoiriens là, on peut pas te laisser. C'est ce que moi-même j'ai dit. Soro là, on ne doit pas le laisser. Et donc, mesdames et messieurs, ça c'était un peu pour faire dans l'humour, mais en même temps on est très sérieux. Un malfaiteur demeure un malfaiteur. Et donc, pour revenir à notre sujet, voyez-vous, chaque être humain se connecte à quelque chose. La vérité, là, ça n'a pas besoin d'une religion. La vérité n'a pas besoin que tu aies de l'argent. Chacun se connecte à un esprit. De la même manière qu'il est facile pour les Soro-Guillaume, les Gbagbo, les Blé Goudé de faire du mal, là. C'est comme ça que nous, avec les Enzo Socrate, celui qu'on connaît beaucoup comme le maître Socrate, là, on s'est connecté à la vérité. Et une fois que tu as fait ce choix-là, tu es tellement convaincu du choix que tu as fait,
Ça ne t'intéresse pas. On va t'accuser d'impiété. On va t'accuser d'avoir corrompu la jeunesse. On va t'accuser. Mais nous, on est déjà prêts. Il n'y a pas quelqu'un qui soit plus détesté que celui qui veut dire la vérité à ses contemporains. Ça ne nous inquiète pas. Mais cette vérité-là, elle sera dite. Et elle permettra aux générations à venir de se sauver. Parce que rien ne vaut la vérité. Et pour ceux qui sont musulmans, allez prendre la sourate 105 de votre livre, le Coran, où Dieu, dans sa plus grande miséricorde et sa clémence, rappelle à chacun, est-ce que vous ne vous souvenez pas comment Dieu a traité les gens de l'éléphant? Mais qui étaient ces gens? Ces gens-là, ils avaient un roi qui s'appelait Abraha. Abraha était qui? Abraha était un Égyptien qui avait été posté au Yémen comme roi vassal, ou bien si vous voulez, vice-roi. À un certain moment, Abraha décide avec sa troupe, puisqu'il combattait sur des éléphants, ils ont tracé un plan pour détruire la cité qu'on appelle Baka. Je fais exprès pour dire ça. Je n'ai pas dit Maka, j'ai dit Baka. Demandez pourquoi, quand vous allez taper, ça va vous amener à une autre histoire. C'est pourquoi je préfère utiliser ce nom-là. Sinon, j'aurais pu parler du Pharaon. Et ils étaient tellement au fait de ce qu'ils allaient faire qu'ils se sont dirigés. Et quand ils sont arrivés, ils ont lancé un ultimatum aux populations. Nous allons vous attaquer et il n'y a rien qui peut empêcher cela. Mais lorsqu'on va vous attaquer, il n'y aura pas de survivants. Et le roi de la Mecque, Baka, leur dit, vous pouvez détruire ce que vous voulez, mais épargnez la population, puisqu'on connaît déjà vos intentions. Et là, ce qui va se passer, après tout ce beau plan qui a été mis en place pour conquérir la zone, la nuit, il y a quelque chose de bizarre qui arrive au camp d'Abraha et ses soldats. Qu'est-ce qu'on constate? Est-ce qu'une fois vous avez vu des oiseaux s'envoler la nuit? C'est quelque chose de bizarre. On constate que bizarrement, comme dit le livre, ces oiseaux leur lançaient des pierres d'argile. Et le lendemain matin, quand on se réveille, on les voit comme de la paille mâchée. Mais en réalité, tout ça, ça veut dire quoi? C'est ça qui nous intéresse. Quelle que soit la beauté d'un plan machiavélique, comme vous les opposants de la Côte d'Ivoire, qui êtes nuit et jour en train de manigancer le mal contre la Côte d'Ivoire, le pays qui vous a vu naître, les filles et les fils de ce pays-là, sachez que tous les plans que vous tracez dans la nuit seront voués à l'échec. Pour revenir à l'histoire, en réalité, pendant la nuit, il y a une épidémie de variole qui, on essaie d'où cela est venu, s'attaque aux troupes, alors que c'est le lendemain qu'ils auraient dû aller au combat. Et cette situation crée la panique dans le camp. On ne sait pas d'où cette maladie-là vient. Et d'ici le petit matin, jusqu'à ce qu'on parle de 11h, midi, 13h, 14h, il fallait être là pour voir les corps de ces individus être déchiquetés par les corbeaux, être déchiquetés par les oiseaux, être déchiquetés. Et quand tu les regardais de loin dans le désert, tu avais l'impression de voir de la paille qui a été mâchée. Mais vous, les opposants ivoiriens, vous allez finir pire que les gens d'Aksum. Parce que, en réalité, Abraha était le dirigeant qui avait été posté à partir d'Aksum. Et en même temps, sa domination était sur le Yémen, le sud actuel. Et c'est 40 jours plus tard que va naître un enfant. Cet enfant qui va naître, son père s'appelle Abu al-Qasim Muhammad bin Abdul Allah bin Abdul Muttalib bin Hassim. Tout ça, c'est long. Le prophète des musulmans, paix et salut de Dieu soit sur lui, on peut l'appeler Abdul Qasim, comme on peut l'appeler Muhammad, comme on peut l'appeler Muhammad ibn Abdallah, etc., etc.
On va prendre le plus simple, qu'on vient de vous dire. Et sa maman s'appelait Amina bin Wahb. C'est 40 jours après ces événements-là qu'il va naître. Et lorsqu'il vient dans sa cité, il vient en tant qu'un éclaireur avec une vérité. Avant qu'il ne soit touché par le message religieux, il va créer une brigade pour défendre les plus pauvres et donc pour défendre la vérité. Il fera tellement bien son travail qu'on finira par l'appeler Al-Amin, le digne de confiance. Il fera tellement bien son travail que personne ne peut douter de son intégrité. Mais lorsqu'il dira aux uns aux autres, j'ai un message plus grand, j'ai une offre plus grande à vous faire. Ceux qui avaient confiance en lui deviennent ses pires ennemis, comme aujourd'hui Alassane Ouattara est détesté. Nous n'avons pas peur de la haine. Nous n'avons pas peur de la dureté du monde. Parce que le monde se souviendra de nous. Et parce que nos actions vont inspirer d'autres qui seront plus forts et plus grands que nous. Et c'est ce que nous recherchons. Entre une vie dans la soie, l'or et le prestige, nous autres avons choisi l'immortalité. Notre position va impressionner le monde comme le grand maître Enzo Socrate, comme le prophète de l'islam, comme tous ces grandes âmes qui ont voulu défendre la vérité. Et quand cet enfant va naître, bien avant sa naissance, son père décède. Et sa mère va avoir que 6 ans. Et lors d'un voyage, tout petit à l'âge de 6 ans, sa mère meurt dans des conditions difficiles dans le désert. Et en mourant, elle a dit une parole que j'aime. Elle dit à l'enfant Mohamed, sois un homme. Oh oui, mon fils, sois un homme et sois un homme. Et tu l'as été. Et tu l'as été. Merci à toi, le grand maître. Merci à toi. Chers tous, ne vous amusez pas. Respectons ceux qui ont défendu le vrai. Respectons ceux qui font grandir l'humanité. On n'a pas besoin d'une religion. On n'a pas besoin d'une voix. Parce que tout est là. Il suffit de faire un choix. Faisons le bon choix, chers Ivoiriens. Souvenez-vous que chacun de vous et chacun de nous a une histoire. Mais soyons des hommes pour écrire cette histoire. Et l'enfant qui était né 40 jours avant l'attaque d'Abraha, un 8 juin, 632 ans après la naissance de Jésus, va quitter la terre des hommes. Faisons le combat qui soit vrai pour que le monde se souvienne de nous. J'ai dit merci à tous ceux qui peut-être ont aimé ce petit hommage que je voulais rendre à ceux qui ont été dans la vérité. Nous autres, c'est en cela que nous croyons. Et tu peux tout arracher à un homme, mais tu ne peux pas lui arracher ce en quoi il croit. Et nous pensons que c'est avec la vérité qu'on pourra se sauver et sauver le monde.